Nous avons le plaisir d'accueillir pour cette deuxième séance de la matinée Perrine Rogier-Thubert, qui a été, je crois, longtemps photographe de scènes de crime. Non Oui. Vous avez travaillé sur la photographie de scènes de crime. Oui, tout à fait. J'ai eu la chance d'intégrer le service de Monsieur Bertillon et effectivement, ça fait une vingtaine d'années que je suis technicien de scènes de crime. J'ai été photographe autopsie pendant quelques temps et donc aujourd'hui, je me rends sur les scènes de crime complexes, attentats. Et on parlait donc de l'identification des corps. J'ai la chance d'appartenir également à la cellule d'identification des victimes de catastrophes avec les techniques aujourd'hui, le papillaire et le génétique, pour tout ce qui est accident aérien, enfin tous les événements avec de nombreuses victimes. Et donc vous avez été aussi l'auteur de livres sur l'identification des morts, oui. La parole est au cadavre et L'aveu des indices. Oui, tout à fait. Également, donc voilà, qui sont des ouvrages qui font référence sur cette question. Et donc aujourd'hui, vous allez nous présenter à la fois votre expérience et ce qu'on peut tirer de l'étude. Oui, tout à fait. Nous allons parler un petit peu de thanatologie médico-légale. Donc la thanatologie, c'est l'étude des signes cadavériques. Donc là, en 5 points, en fait, pour cette intervention. Donc tout d'abord, la confusion qu'il existait entre la mort apparente et la mort réelle. Il est vrai qu'autrefois, il était difficile d'affirmer avec certitude le décès d'un individu. C'est-à-dire que tant que le corps était, on va dire, frais et qu'il n'y avait pas de signes cadavériques, il y avait toujours un risque d'inhumation précoce, prématurée, et on n'était jamais certain d'enterrer un individu qui était réellement mort. Aujourd'hui, on le sait, il y a eu des personnes enterrées vivantes, et donc très tôt, on a essayé de trouver des signes qui allaient permettre d'attester la mort réelle d'un individu. Donc il faut se replonger à l'époque, il n'y avait pas tous les progrès médicaux, les progrès scientifiques, et on ne connaissait pas encore réellement la thanatologie médico-légale. Donc autrefois, les 3 signes qui permettaient d'affirmer le décès d'un individu étaient la pâleur, la raideur et l'immobilité du corps. Alors ce sont des signes très sommaires finalement, puisqu'on s'est rendu compte que ces signes apparaissaient dans certaines pathologies, comme certaines crises de léthargie, certaines syncopes, le tétanos également, ou l'immobilité notamment pour des crises majeures d'épilepsie sans que l'épilepsie soit létale. Et ces signes-là ne suffisaient plus à affirmer avec certitude le décès d'un individu. Alors, je parle de la raideur, on y reviendra tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui on sait qu'avec la rigidité cadavérique, on savait déjà que le corps se raidissait au moment du décès, mais effectivement il y avait beaucoup trop de pathologies et qui entraînaient également ces signes-là. Donc, lorsqu'on avait un doute en fait, face à un prétendu défunt, c'est là que serait née donc l'origine de la fonction en fait qui consistait donc à exercer une action sur l'un des gros orteils du défunt pour pouvoir provoquer une réaction, c'est-à-dire un stimulus chez le prétendu défunt pour veiller à ce qu'il se réveille. Alors la notion de croque-mort, elle est à la fois, on en parle beaucoup, elle est également très chimérique, c'est-à-dire que les sources en fait sont très controversées sur l'origine du mot croque-mort. Initialement, c'était une fonction qui se transmettait un petit peu comme celle de bourreau. C'était une fonction héréditaire qui se transmettait de père en fils. Une fonction, d'ailleurs, comme les bourreaux, uniquement masculine. Et donc l'idée étant de vérifier si on était vraiment face à quelqu'un de décédé ou juste en état de mort apparente. Un autre courant affirme que l'origine du mot croque-mort viendrait plutôt du XIVe siècle, où à ce moment-là, la peste fait de nombreuses victimes, notamment dans les rues de Paris. Et pour assurer la salubrité en fait, de la voie publique, il faut retirer au plus vite les cadavres qui encombrent les rues de la capitale. Et là, donc, des ramasseurs de cadavres sont payés pour justement retirer les corps. Et alors, les déposer à la morgue, oui et non, parce qu'en fait, la peste, on ignore encore s'il y a un risque de contagion post-mortem. Et effectivement, là, il n'y a pas du tout de système frigorifique. Donc, même le débarras en fait, des cadavres atteints de la peste sur la voie publique est un petit peu compliqué. Mais les ramasseurs de cadavres, hein, c'était le terme qui était employé, ne souhaitaient aucun contact physique avec le corps.
par crainte justement d'une contagion post-mortem. Et donc on les a à ce moment-là dotés de grandes pinces, équipées avec des dents, et ces pinces en fait qui servaient à ramasser les victimes étaient appelées les crocs de la mort, d'où en fait le raccourci peut-être de croque-mort. Toutefois, à cette époque-là, les corps sont enterrés très vite, c'est-à-dire que le corps n'a pas le temps de parler, pas le temps de se putréfier. Les corps sont enterrés dans les 48 heures qui suivent le constat du décès. Aujourd'hui, donc chaque pays a des techniques différentes d'inhumation. En France, en moyenne, aujourd'hui, une personne qui est déclarée décédée va être enterrée entre 4 et 8 jours. Mais à l'époque, on enterrait les corps très rapidement. Et c'est ce qui fait peur, c'est que finalement le corps est enterré tellement vite que justement cette crainte d'inhumer un individu vivant est encore plus présent. Alors la communauté scientifique et médicale décide d'organiser une sorte de concours à ceux qui découvriraient des signes certains de mort réelle, donc autres que la pâleur, la raideur ou l'immobilité. Donc évidemment, l'appât du gain attire quelques apprentis sorciers qui vont proposer des techniques qui ne seront pas utilisées. Toutefois, va alors vraiment naître ici la thanatologie médico-légale, puisque certaines personnes qui ont envie vraiment d'aider la communauté médicale vont vraiment se pencher sur des corps, sur des morts réelles, et vont étudier des signes physiques, des modifications en fait organiques qui vont apparaître au moment du décès. Donc ici, il y a quatre exemples en fait de signes qui ont été à un moment utilisés pour affirmer la mort réelle d'un individu. Donc notamment, on s'est à un moment penché sur la coloration des mains, l'aspect des mains. On le sait, au moment du décès, les mains peuvent se parcheminer, deviennent fripées, et il y a une coloration ocre des mains qui apparaît. Il y a également une rétraction souvent des doigts dans la paume des mains au moment du décès. Donc à un moment, on a attendu que ce signe apparaisse pour pouvoir affirmer le décès d'un individu. La difficulté, c'est que cette coloration ocre des mains et cette rétraction des doigts n'apparaît pas dans tous les décès. La coloration ocre apparaît surtout dans les décès, on va dire, en milieu un petit peu déshydraté. Donc ça n'est pas quelque chose de systématique. Quant à la rétraction des doigts, on a découvert à ce moment-là l'arthrite avec le syndrome de Dupuytren en 1831, qui ne permettait plus d'affirmer ce signe comme un signe certain de mort réelle. Ensuite, on s'est attaché au refroidissement du corps. Donc le refroidissement du corps, ça c'est quelque chose qui date d'il y a plusieurs siècles, où on sait que le corps refroidit au moment du décès, et donc a été créé le thanatomètre, qui était le premier thermomètre en fait pour les personnes décédées, donc un thermomètre rectal, pour prendre la température de l'individu. Alors le problème, c'est qu'à Paris, majoritairement, les grandes causes de décès étaient à l'époque tout ce qui était maladie infectieuse. Et lors d'une maladie infectieuse, au moment du décès, c'est l'inverse. Il n'y a pas de phénomène d'hypothermie, mais au contraire, il y a une hyperthermie, donc un réchauffement du corps. Donc là, on s'est rendu compte que finalement, il y avait des facteurs qui n'entraînaient pas forcément un refroidissement du corps. De même, il y avait énormément de victimes qui tentaient ou qui par accident en fait étaient découvertes dans la Seine, noyées. Et pareil, dans la Seine, en fait, là c'est le phénomène contraire, on a un phénomène d'hypothermie. Et donc on s'est rendu compte que ces facteurs ne permettaient pas d'affirmer que le refroidissement du corps à lui seul, en tout cas comme signe, pouvait permettre d'affirmer le décès d'un individu. Et puis est apparue la tache verte abdominale. Et là, c'est peut-être le premier signe thanatologique qui vraiment permet d'affirmer le décès d'une personne, puisque la tache verte abdominale apparaît 48 heures après le décès. Donc la tache verte, vous l'avez quasiment dans tous les décès, à partir du moment où vous êtes dans un décès où la décomposition cadavérique, il existe 3 modes de décomposition cadavérique, qui sont la putréfaction, la saponification et la momification. Donc là, on va surtout évoquer la putréfaction, qui est le mode le plus courant de décomposition d'un corps, notamment au climat tempéré et notamment à Paris, et la tache verte abdominale, donc qui débute toujours 48 heures post-mortem, donc 48 heures après le décès,
apparaît toujours au niveau du carrefour aérodigestif, au niveau de la fosse iliaque droite, et c'est un signe qui n'apparaît dans aucune pathologie. Donc là, enfin, la communauté médico-légale tenait un signe qui permettait d'affirmer avec certitude que l'individu était décédé. Alors juste pour aller jusqu'au bout pour la tache verte, cette tache est verte en fait parce qu'il y a un mélange de sang veineux, du sang non oxygéné, qui stagne encore dans le corps et qui est donc du sang bleu. Et le mélange se fait avec de l'hydrogène sulfuré qui est de couleur jaune, lié à la dégradation des protéines. Et l'association bleu et jaune en fait donne cette coloration verte. Alors ce signe est un signe qui est certain. La difficulté, donc, c'est un signe qui apparaît 48 heures après le décès. Alors lorsqu'il avait un doute sur le décès d'un individu, eh bien, on allait déposer le corps dans une maison mortuaire et on revenait 2 jours après voir s'il y avait bien la tache verte abdominale. Ces maisons mortuaires, il y avait donc de vrais cadavres dans ces maisons-là. Et 48 heures après, il y avait 3 possibilités. Soit le médecin venait et constatait la présence de la tache verte, et donc le décès était affirmé. Soit la tache verte n'était pas présente, et là, on se disait qu'on était face à un mort apparent, qu'il fallait donc extraire au plus vite de la maison mortuaire pour essayer de ramener à la vie, ce qui était un petit peu compliqué après avoir passé 2 jours au milieu de cadavres. Soit le corps n'était plus présent, ces maisons mortuaires n'étaient pas gardées, la porte était volontairement laissée ouverte, et on se disait que si la victime n'était plus là, c'est peut-être qu'à un moment, elle était peut-être juste en état de syncope, enfin en état d'inconscience, qu'elle s'est réveillée et qu'elle est tout simplement sortie de la maison mortuaire. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, à l'époque, il y avait beaucoup de vols de cadavres dans les cimetières, dans les hôpitaux, et finalement, on s'est rendu compte que majoritairement, il y avait peu de chances que la personne soit sortie toute seule de la maison mortuaire, mais qu'il y avait beaucoup de voleurs de cadavres qui venaient se servir. Donc ensuite, les maisons mortuaires ont été gardées, et une petite clochette était apposée sur l'index droit de chaque victime, et des gardes dans des coursives, c'était une sorte d'obitoire, des maisons mortuaires circulaires où les gardes étaient sillonnés toute la journée pour essayer de guetter s'il y avait un son et donc une victime encore à sauver. Ensuite, ça ne suffisait pas, même si ce signe incontestable de tache verte abdominale était révélateur, puisqu'il était beaucoup trop tardif. Il fallait pouvoir affirmer le décès d'un individu très rapidement. Alors on avait eu la notion de croque-mort qui prévoyait de guetter une réaction chez le mort apparent, et ensuite on s'est tourné vers la provocation d'une vive douleur chez le mort apparent. Donc dès lors qu'il y avait un doute, qu'une victime, le médecin hésitait entre une mort apparente et une mort réelle, il a été décidé de provoquer des douleurs par des techniques aujourd'hui qui seraient assez assimilées à des actes un petit peu de torture et de barbarie, puisque ont été inventés des appareils comme des pinces tire-mamelon pour les sujets féminins, des appareils qui permettaient une traction de la langue, des brûlures profondes, des versements d'eau bouillante sur les parties génitales de l'homme, enfin tout autant d'éléments qui permettaient de pouvoir ramener à la vie le prétendu défunt. Et là, ce sont les familles en fait des proches qui se sont plaints et qui ont complètement contesté cette technique en disant que si on tentait de ramener à la vie quelqu'un en lui déversant de l'eau bouillante sur ses parties génitales et en exerçant une traction de la langue, en fait, ça ne pouvait qu'achever le patient. Donc ces techniques ont ensuite été mises au rebut. Les progrès scientifiques, médicaux nous ont ensuite permis de nous tourner vers les fonctions vitales, donc fonctions circulatoires et surtout respiratoires dans un premier temps. Et là, vraiment, ces 3 fonctions vitales, elles ont complètement modifié la définition justement de la mort réelle, puisque ces fonctions, lorsqu'elles n'existent plus, on sait qu'il n'y a plus de doute que l'individu est bel et bien décédé. Alors pour la fonction circulatoire, on a découvert assez vite que le sang ne circulait plus dans le corps humain. Alors un médecin légiste, Icare, avait décidé d'utiliser comme technique la fluorescine, qui est un produit utilisé en ophtalmologie. Et lorsqu'il y avait un doute sur la mort réelle d'un individu, eh bien, il injectait de la fluorescine au niveau du bras des victimes.
Et partant du principe qu'en quelques minutes, le sang fait le tour du corps humain, eh bien cette fluorescine qui a la particularité de colorer l'œil de couleur ictérique, de couleur jaunâtre, eh bien on attendait quelques minutes, et si au bout de quelques minutes, les yeux n'avaient absolument pas changé de couleur, on partait du principe que la fluorescine avait donc stagné, n'avait pas circulé dans le corps humain, et donc il n'y avait plus de fonction circulatoire et que l'individu était décédé. A contrario, si les yeux devenaient ictériques, là, on savait qu'il y avait encore de la circulation sanguine. À cela s'ajoutait donc la fonction respiratoire. Donc, deux techniques étaient utilisées, assez sommaires finalement. Le corps était déshabillé et on plaçait un verre d'eau à ras-bord sur le buste, sur le torse de l'individu, et on attendait quelques minutes pour voir s'il y avait une goutte d'eau qui se déversait sur le torse. S'il n'y avait pas aucune goutte d'eau renversée, on partait du principe que la cage thoracique ne faisait pas son rôle de fonction respiratoire et donc que l'individu était décédé. Était également beaucoup utilisé le fameux miroir que l'on plaçait devant les voies aériennes supérieures du défunt pour voir si la buée permettait d'affirmer s'il y avait une fonction respiratoire. Ensuite, la fonction neurologique est apparue. Et cette fonction neurologique, elle est importante parce que aujourd'hui, la fonction circulatoire et la fonction respiratoire peuvent être palliées par des techniques médicales. La fonction neurologique, non. C'est donc l'extinction du cerveau. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on est bien loin des signes sommaires, puisque autrefois, il fallait qu'on observe quelque chose, il fallait que ce soit quelque chose de positif. Et aujourd'hui, la définition légale en fait, de la mort réelle est très récente puisqu'elle date de 1996 et donc je vous la présente ici. Donc 96 en fait c'est vraiment très récent et il faut constater non plus des signes positifs mais une absence. Donc absence de conscience et d'activité motrice, c'est-à-dire l'individu ne peut plus s'exprimer ni par geste ni de manière verbale. L'absence de ventilation spontanée, donc l'individu ne peut pas respirer de lui-même pendant plus de 10 minutes. L'absence de réflexe de tronc cérébral, eh bien là, ça va être au niveau de l'aspect des pupilles, c'est-à-dire que les pupilles ne doivent absolument pas bouger. On l'a vu tout à l'heure, c'est vrai que les yeux, au moment du décès, vont être modifiés. Il y a un voile opaque, un voile glaireux qui va s'installer sur la pupille, qu'on a assez vite d'ailleurs sur les scènes de crime, lorsqu'on reste 8 à 10 heures, eh bien au bout de 10 heures, on a déjà ce voile opaque qui s'installe au niveau de l'œil. Et donc pour le réflexe du tronc cérébral, il faut constater une modification des pupilles, donc soit un myosis, soit une mydriase des pupilles, donc un aspect rétréci ou un aspect dilaté des pupilles. Et a été à cela rajouté 2 électroencéphalogrammes plats à 4 heures d'intervalle. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on n'a plus de risque en fait d'être face à une mort apparente. Enfin, pour ma part, lorsque je me rends sur une scène de crime, il n'y a aucun risque, et fort heureusement d'ailleurs, que nous fassions face à une mort apparente. Et pour autant, la phobie d'être enterré vivant demeure encore aujourd'hui une phobie qui est assez présente. Alors, pas tellement en France, donc c'est la peur panique d'être enterré vivant. C'est une phobie qui assez curieusement encore qui touche principalement les hommes. C'est une phobie héréditaire qui se transmet de père en fils et que l'on rencontre surtout en Amérique du Sud, en fait là où la religion catholique est très présente. Il y a beaucoup de personnes taphophobes. Alors, une des plus célèbres nous concernant, il s'agissait du compositeur Frédéric Chopin, qui était, comme son père et comme son grand-père, qui était taphophobe et qui avait, dans ses dernières volontés, demandé que si on attestait de sa mort réelle, il demandait à être vidé quand même de ses entrailles, parce pour lui, il n'aurait pas supporté l'idée d'être enterré et de se réveiller quelques heures après. Alors même si la France compte peu de taphophobes, nous sommes quand même le premier pays à avoir validé et avoir créé donc des cercueils sécurisés au cas où on enterre encore des morts apparents et que la victime se réveille. Donc on partait du principe que si on enterrait un individu vivant et que quelques heures ou quelques jours après, il se réveille, son premier réflexe va être de redresser le visage. Donc à ce moment-là, son visage vient heurter
une boîte en métal, alors pas trop lourde non plus, parce que l'idée, c'est pas non plus qu'il retombe dans la conscience, et par un système de poulies et de systèmes jusqu'à la surface, eh bien, ça pouvait alerter les gens en surface, parce que cette boîte métallique, en fait, allait rencontrer une cloche, et par un effet d'écho, en surface, on pouvait voir qu'il y avait eu un mouvement au niveau du cercueil. Alors d'autres techniques existaient également, hein, comme celle avec un système de miroir placé directement avec un hublot au-dessus du visage de la victime, et on pouvait, depuis la surface, continuer à regarder le visage de la victime. Aujourd'hui, le pays où il y a plus de taphophobes, c'est le Chili, et c'est le seul pays qui a proposé de créer en fait un cimetière réservé justement aux gens qui ont la phobie d'être enterrés vivants, donc un cimetière avec des cercueils dans lesquels vous serez enterrés avec 2 ou 3 portables, des batteries longue durée. Bon, voilà. Alors en France, ce genre d'endroit n'existe pas, mais en Amérique du Sud, voilà, il y a toujours cette crainte d'être enterré vivant, alors même qu'on le voit bien, la définition quand même de la mort réelle entraîne peu de cas. Il existe des cas encore de personnes qui effectivement se réveillent, qui ont été déclarées mortes et qui finalement se réveillent. Heureusement, cela a lieu en général bien avant l'inhumation. Cela a eu lieu pour quelques cas dans des morgues. Alors on se dit, est-ce que c'est la réfrigération qui fait qu'à un moment la personne se réveille? Maintenant, les coffres, en général, enfin à Paris en tout cas, il n'y a pas eu ce cas à Paris, mais à Paris, les coffres sont à 4 degrés. Donc ça peut quand même permettre, si un jour il y avait un mort apparent, en tout cas de se réveiller. Toutefois, des expériences ont été réalisées, et il a été prouvé que si un individu est mis en terre alors qu'il est vivant, et que finalement il se réveille, eh bien de toute façon il ne peut pas tenir plus de 5h30. C'est-à-dire qu'au bout de 5h30, le confinement et le manque d'oxygène fait que finalement, de toute façon, la personne décédera. Alors la thanatologie, là on a vu un petit peu au fil des siècles ce qu'elle a pu apporter par rapport à la définition d'une mort réelle. Et aujourd'hui, la thanatologie, elle nous sert surtout sur les scènes de crime pour un élément essentiel qui est en fait d'essayer d'approcher au mieux le moment du décès. Alors évidemment, on est loin des séries télévisées qui vous disent l'individu est décédé à 21h32. On en est très loin, mais l'idée étant quand même de donner une fourchette. Et il est vrai que plus nous nous rendons sur des corps décomposés et putréfiés, plus il est difficile de dater la mort. Et pour toute enquête policière, il est très important d'essayer de savoir quand le décès a eu lieu. Alors évidemment, il y a toutes les techniques, là je parle pour ma spécialité en tant qu'hygiène, mais après il y a toutes les techniques policières traditionnelles, comme les auditions, la téléphonie, la vidéosurveillance. Mais pour nous, on essaie quand même d'avoir une idée, lorsqu'on va sur une scène de crime, de savoir est-ce qu'on est face à un cadavre qui a 2 heures, 2 jours, 2 semaines ou 2 mois. Et on se rend compte que finalement, il y a 2 choses essentielles lorsqu'on est saisi d'un meurtre. C'est l'identification de la victime. Parce qu'un meurtre, quand vous n'avez pas d'identification de la victime, on sait que ça va être très long et très difficile. On a encore certains homicides où on n'a toujours pas identifié la victime, et souvent c'est la victime qui vous mène à l'auteur. Donc lorsque vous n'avez pas le nom de la victime, c'est compliqué de résoudre l'enquête, et le moment approximatif du décès. Brièvement, nous allons voir les signes cadavériques précoces, c'est-à-dire qu'il existe 2 sortes de signes cadavériques. Les signes cadavériques précoces qui apparaissent dès le décès, et les signes cadavériques tardifs qui apparaissent à partir de 48 heures après le décès, et qui commencent donc par la tache verte abdominale. Dans les signes cadavériques précoces, eh bien, on retrouve le refroidissement cadavérique, et effectivement, au moment du décès, les phénomènes d'homéothermie s'arrêtent net, et le corps va commencer à refroidir jusqu'à rejoindre la température ambiante dans laquelle il se trouve. C'est-à-dire que pour un individu donc à 37 degrés en moyenne, lorsqu'il décède à une température ambiante de 20 degrés, eh bien, progressivement, le corps va rejoindre les 20 degrés. En aucun cas, le corps ne pourra descendre en dessous de 20 degrés. C'est pour ça qu'en France, on parle de refroidissement cadavérique, mais dans des régions très chaudes,
du globe, il n'y a pas de refroidissement cadavérique. De même, en 2003, en août 2003, alors là, moi qui suis passionnée de thanatologie, malheureusement, la canicule a fait que c'était pour nous des cas écoles, c'est-à-dire que les corps se décomposaient en 5-6 heures comme ils auraient dû le faire en une semaine. C'est-à-dire que là, évidemment, il n'y a pas de refroidissement cadavérique, mais en moyenne, un corps perd entre 0,8 et 1 degré par heure. Ce sont d'abord les tissus cutanés qui vont refroidir. C'est pour ça que lorsque nous arrivons sur une scène de crime d'un corps frais, en fait, le corps est déjà froid, mais ça n'est que l'aspect extérieur du corps. Les organes mettent plus de temps à refroidir. L'organe qui refroidit le plus lentement, c'est l'estomac. C'est pour ça qu'à un moment, on avait testé pour avoir la température du corps, parce qu'en fait, l'intérêt d'avoir la température du corps, c'est que ça va nous donner beaucoup d'informations quant au moment du décès, et on avait testé des patchs frontaux qu'on déposait en fait sur le front des victimes, et en fait ça ne donne pas de bons résultats parce qu'il faut vraiment une température centrale du corps. On avait également testé les thermomètres tympaniques, le thermomètre anal. La difficulté, c'est que lorsqu'on arrive sur une scène de crime d'un corps frais, si on prend la température et qu'on est en zone ce qu'on appelle périmortem, c'est-à-dire les quelques heures qui suivent le décès, eh bien, on risque de créer des lésions qui peuvent à tort être prises pour des lésions sexuelles. Donc aujourd'hui, nous utilisons des thermomètres électroniques associés à des sondes œsophagiennes ou hépatiques, puisque c'est quand même le foie qui donne la température la plus précise du corps. Et quel est l'intérêt du refroidissement ? En fait, pour nous, on va se baser sur les travaux du professeur Ensg, qui a créé un nomogramme, et avec 4 données, en fait, on a une idée du moment du décès. Donc ces données sont la température ambiante au moment du décès. Alors faut-il encore savoir approximativement quand a eu lieu la mort de l'individu. Donc par exemple, lorsqu'on se rend dans un appartement chauffé en hiver, où par exemple la victime a été aperçue la veille au matin, on peut partir du principe qu'il n'y a pas eu de grande modification de la température ambiante depuis le décès. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on se rend sur des homicides qui ont lieu sur la voie publique, entre l'alternance jour-nuit, si entre-temps il a plu. Enfin, ça c'est difficile certaines fois d'avoir la température ambiante au moment du décès. Ensuite, il faut la température ambiante au moment de la découverte du corps. Donc là, il n'y a rien de plus facile. On va effectuer tout simplement un relevé de température sur les lieux sur lesquels on se trouve. La température du corps, donc avec une sonde hépatique, et le poids de la victime, donc la masse corporelle de la victime. Et comme tous les corps, en fait, les corps sont pesés à l'arrivée à l'IML, dès lors qu'ils sont nus, mais évidemment avant la réfrigération du corps. Et une fois que nous avons ces 4 données, alors par un système d'abac mathématique que je vais vous épargner, en fait, ce sont des médianes qui se coupent. Et ces médianes permettent de pouvoir affirmer que, par exemple, eh bien, un corps d'un homme de 80 kg dont la température interne est de 20 degrés, découvert dans une atmosphère à 10 degrés, est approximativement décédé 21 heures avant la découverte du corps. Et ensuite apparaissent tous les facteurs correctifs. C'est pour ça que là, 21 heures, en fait, c'est très précis, mais on est plus entre 17 et 24 heures. Et les facteurs correctifs, en fait, ça va être l'environnement de la victime, la manière dont la victime est habillée. Une personne obèse va refroidir beaucoup plus lentement qu'une personne très maigre. La décomposition cadavérique, elle est vraiment intrinsèque et inhérente à chacun. Par exemple, alors c'est un détail, mais depuis qu'il existe des conservateurs dans notre alimentation, on se décompose beaucoup moins vite qu'autrefois. C'est-à-dire qu'il y a un siècle, on se décomposait beaucoup plus vite. Aujourd'hui, eh bien, les conservateurs alimentaires vont préserver un petit peu les organes. L'alcool aussi, lorsqu'une personne décède en état d'alcoolémie, l'alcool conserve un petit peu les corps. Donc les facteurs correctifs, voilà, ça va être entre une personne décédée nue sur un carrelage et une personne habillée ou revêtue d'un vêtement polaire décédée sur un tapis va refroidir plus lentement. Donc tous ces facteurs correctifs, on les prend en considération pour avoir quand même une idée du moment du décès. Et on va se baser sur d'autres signes. Donc là, on a vu le refroidissement. Il y a également les lividités cadavériques et la rigidité cadavérique. Donc lividité,
où le terme médical en fait est hypostase, lividité, donc lividus, hein, bleu en latin, ce sont les zones violacées qui apparaissent sur le corps. Et c'est le sang, en fait, le sang qui stagne au niveau du corps humain, qui ne circule plus, mais sous l'effet de la gravité et de la pesanteur, il va aller rejoindre les zones basses, les zones déclives du corps, c'est-à-dire les parties le plus proches du sol. Donc par exemple, pour une découverte d'un corps pendu, les lividités seront logiquement entre le bassin et les pieds. Et ces lividités, elles vont nous aider parce qu'elles apparaissent à peu près 2-3 heures après le décès. Jusqu'à la 6e heure, elles s'effacent à la vitropression, c'est-à-dire lorsqu'on effectue une pression manuelle, la lividité disparaît. Et à la 12e heure, les lividités sont fixes et immuables et elles ne bougeront plus jusqu'à peu près la 40e heure à laquelle justement elles vont commencer à être recouvertes par le début de la tache verte. Donc là aussi, les lividités, elles sont très intéressantes pour nous. C'est un signe thanatologique qui va nous donner une idée du moment du décès, mais également par la colorimétrie en fait, des lividités, on peut avoir une idée de la nature du décès. Dans d'autres cas, les lividités sont rouges cochenilles, notamment tout ce qui est décès dans les incendies, par exemple. En fait, voilà, l'hémoglobine a une grande affinité pour le monoxyde de carbone au détriment de l'oxygène. Et donc, les lividités vont être rouges cochenilles. La cochenille, c'est un insecte qu'on retrouve beaucoup d'ailleurs en Amérique du Sud, hein, qui est séché au soleil, qui est tamisé et réduit à l'état de poudre. Et c'est ce qui donne la poudre de carmin utilisée en cuisine ou en cosmétique. Et le dernier signe précoce qui nous aide beaucoup, c'est la rigidité cadavérique, donc la rigor mortis. Donc là, on retrouve un petit peu la raideur des premiers signes qui attestaient la mort réelle. Et encore dans la littérature, dans les anciens traités de médecine légale, on ne parlait pas de raideur ni de rigidité, on parlait de roideur, qui est un terme désuet que l'on n'emploie plus, et en fait qui signifiait un corps raide et froid. Voilà, donc dans certains romans policiers, le terme est encore utilisé, mais en général, on parle de raideur. Alors l'intérêt aussi de la rigidité, c'est qu'elle s'installe à peu près au bout de 3 heures. Donc toute manipulation qui va être faite sur un cadavre entre le moment du décès et 3 heures après le décès, eh bien, va complètement modifier la rigidité. Donc là, je vous ai montré un petit peu la thanatologie telle qu'elle nous sert sur les scènes de crime. Mais il y a quand même un endroit unique au monde qui nous aide notamment par les publications scientifiques. Donc c'est la ferme des corps qui se trouve aux États-Unis. Et pour nous, c'est un laboratoire de thanatologie en fait, à ciel ouvert, la ferme des corps, qui a été créée donc, dans l'État du Tennessee dans les années 80. Donc c'est un anthropologue, Bill Bass, qui s'intéressait beaucoup au corps, enfin principalement pour lui aux ossements humains, et qui avait eu l'idée justement de récupérer des corps. Alors c'est un petit peu, on revient un petit peu sur la morgue de Paris où au début étaient utilisés les corps des indigents que nul ne réclame, les corps non identifiés, les corps des condamnés à mort, les corps des prostituées, et ces corps étaient récupérés et Bill Bass voulait créer une sorte un ranch immense de 12 000 m² pour étudier la décomposition cadavérique en partant du principe que les modifications organiques et la décomposition, elle est propre à chacun, qu'on soit un homme, une femme, en fonction de notre masse musculaire, notre masse graisseuse, nos habitudes de vie, la consommation de médicaments, consommation d'alcool. C'est vrai que pour nous, il n'est pas évident d'être précis quant au moment du décès. Alors Bill Bass s'est dit, eh bien moi je vais recréer un lieu où je vais pouvoir étudier la décomposition cadavérique d'une centaine de corps et donner ainsi des informations tous les jours en retournant voir les corps. Alors, excusez-moi, pardon, c'est pas très clair ce que je suis en train de dire. En fait, par exemple, on s'est rendu compte qu'aux États-Unis, à un moment, il y a eu une mode, il y a toujours une mode dans les crimes, il y a toujours il y a des gens qui initient, puis il y a des suiveurs. Et à un moment, aux États-Unis, la grande mode était de tuer son épouse et de la faire couler dans une dalle de béton au fond du jardin. Donc, à la ferme des corps, il y a un espace qui a été dédié à ça, et donc il y a 5-6 corps de femmes qui ont été placés dans des dalles de béton, et
l'idée étant de voir leur mode de décomposition en prenant 5 femmes de corpulences différentes, d'habitudes de vie différentes, de voir l'évolution cadavérique de chacun. Alors, cette ferme au corps, donc, c'est sur un espace qui est immense et qui dispose d'un lac, qui dispose de zones bétonnées, de zones totalement à l'ombre ou au contraire de zones totalement au soleil, c'est-à-dire que Bilbas a réussi à avoir quasiment un panel de toutes les scènes de crime que l'on peut découvrir. Il y a même un parking avec des véhicules dans lequel justement des cadavres sont placés. Et l'idée, c'est d'étudier la thanatologie, c'est-à-dire que c'est presque mieux que les traités ou les publications scientifiques qui sont basées sur de la théorie. Là, c'est vraiment de la pratique. Alors évidemment, oui, ce sont des fausses scènes de crime. Et aujourd'hui, cette ferme au corps a beaucoup de succès puisque chaque Américain peut choisir de faire don de son corps à la ferme. Les seules conditions sont qu'il n'y a pas de rétribution financière et qu'en aucun cas, il ne sera possible de récupérer le corps à l'issue. Alors, la ferme au corps a beaucoup de succès et l'accès est interdit. Enfin, peu de privilégiés peuvent y aller. Il y a eu une série, la série des experts, qui a été tournée là-bas. Ils ont eu autorisation de tourner un épisode. Et Patricia Cornwell a eu le droit également pour un de ses romans de se rendre sur place. Voilà. Alors l'idée en France, ça aurait été de créer en fait un système un petit peu identique. Alors on est loin d'y arriver, on n'y arrive pas d'ailleurs. Les gendarmes, eux, ont pu le faire, mais avec des animaux, avec des porcs, qui sont le cochon et l'animal qui se rapproche le plus de l'être humain au niveau interne, au niveau organique. Mais en tout cas, voilà, pour nous, les publications de la ferme au corps nous aident encore sur les scènes de crime pour nous approcher au mieux le délai post-mortem. Et juste pour terminer, les corps en fait qui sont à la ferme au corps, eh bien, leur utilité va plus loin que l'étude de la décomposition, parce qu'une fois qu'ils sont à l'état de squelette, en moyenne 1 an et demi, 2 ans après, eh bien, ces squelettes vont rejoindre l'université d'anthropologie du Tennessee, et là, donc, cela permet un travail sur les ossements humains, et ça nous aide également parce que nous faisons de temps en temps également des découvertes d'ossements humains. Nous allons vous remercier tous les deux de cette matinée très, très documentée sur l'historique de la morgue et sur la thanatologie.